et bienvenue à ce deuxième webinaire de la mission d'accueil santé durable. Mais oui, c'est pour ça que il y a quand même pas quel... Je vais vous demander, je suis désolée, s'il vous plaît, de couper vos micros ou au moins de parler très, très, très doucement si vous n'y parvenez pas, que sinon ça fait des interférences, on ne va pas pouvoir démarrer. Merci beaucoup. Nous allons vous demander aussi dans un premier temps d'éteindre vos caméras. Pour que l'on puisse voir les intervenants quand ils auront la parole. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de la thématique de la mobilisation des équipes sur la transformation écologique en santé. Comment embarquer l'ensemble des équipes? Comment fédérer des intérêts autour de cette question? Comment amorcer des actions et surtout, quels sont les différents outils qui sont à votre disposition? C'est autour de ces grandes questions que notre table ronde va s'articuler. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir 4 invités, 4 professionnels qui ont accepté de répondre à notre invitation. Ils vont vous faire part de leurs différentes expériences de terrain dans le secteur sanitaire, mais également dans le secteur médico-social. Noëlle Bernard, vice-présidente de la DSNA, interviendra en conclusion de ces échanges. Après cette table ronde, nous vous proposerons un temps de questions-réponses si vous souhaitez interpeller nos intervenants, nos invités. Pour rappel, ce webinaire est enregistré et donc le replay vous sera partagé dans un second temps. N'ayez crainte, il y aura aussi un support PowerPoint avec un peu de contenu que nous vous partagerons par mail et voilà, dans les prochains jours ou prochaines semaines. Voilà. Donc sans plus tarder, moi je vais présenter les 4 intervenants. Donc pour commencer, nous avons Ariel Doléan, chargée de mission développement durable au CH de Dax, Côte d'Argent, qui est un établissement public qui fait partie du GHT des Landes, qui regroupe plusieurs activités, des activités sanitaires et médico-sociales. Et aussi un institut de formation. L'établissement, avec plus de 1000 lits et places, se positionne comme un établissement de référence dans le sud bassin des Landes. Nous avons également Thibaut Michel, directeur adjoint de l'hôpital suburbain du Bouscat, qui est un établissement de santé privé à intérêt collectif, avec des activités de consultation, de médecine conventionnelle et un service d'hospitalisation à domicile. L'hôpital du Bouscat est reconnu comme un établissement de proximité sur son territoire. Nous avons aussi Kim Ranvier, chargé de projet développement durable au centre hospitalier de Bort-les-Orgues, qui fait partie de la direction commune des hôpitaux de la Corrèze, qui font partie du GHT du Limousin. L'établissement dispose de 152 places réparties dans les secteurs sanitaires et médico-social. Et enfin, nous avons Elisabeth Stelly, chargée de mission en transformation écologique à la Fondation Jeune Bost, qui est également un établissement de santé privé à intérêt collectif qui se situe dans plusieurs régions. En France, il y a 40 établissements répartis en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, en Normandie et en Île-de-France. Et c'est un acteur qui est dédié à l'accompagnement de la personne en situation de handicap psychique, mental et d'indépendance. Et on va commencer sans plus tarder par présenter les démarches de chacun des établissements. Ariel, si tu veux bien commencer, est-ce que vous pouvez nous faire un rapide tour des états des lieux de votre démarche de la transformation écologique, ainsi que nous présenter comment cette démarche est née au sein de ta structure? Ok, bonjour à tous. Donc en fait, le CH de Dax est engagé dans une démarche de développement durable depuis plus de 15 ans. Mais en fait, cette démarche s'est véritablement structurée quand les premiers objectifs ont été posés dans le projet d'établissement en 2019. À savoir la réalisation d'un diagnostic pour savoir où on en était en termes de démarche développement durable, qui s'était essentiellement concentré sur en lien avec la restauration responsable et le tri des déchets, et une relance de cette dynamique développement durable qui s'était peu à peu étiolée, faute de portage au niveau de la direction. Aujourd'hui, nous avons un comité de pilotage développement durable qui s'est élargi à nos parties prenantes, nos
locales, les élus de l'agglomération, le syndicat de tri des déchets, la pépinière d'entreprise des Landes et puis différentes associations. Nous avons également 4 groupes de travail thématiques, dont un Green Block et un réseau d'ambassadeurs du développement durable dans les services de soins, principalement. On a créé en 2021 une formation au développement durable à l'attention des professionnels de santé du groupement hospitalier territorial des Landes et également un magazine numérique trimestriel dédié, un magazine interne, mais qui nous permet également aussi de communiquer vers nos parties prenantes locales pour leur montrer, leur faire voir ce qui est mis en place au sein de l'établissement, mais aussi faire valoriser en fait les agents qui mettent des actions en place au sein de l'hôpital. On présente également tout ce qui se fait en dehors de notre hôpital pour montrer que tout le secteur de la santé est en marche, bien entendu, avec une préférence pour les actions régionales. L'établissement s'est engagé dans le dispositif Cap Hôpital Durable en 2024, ce qui nous a permis de publier notre agenda 2030-2025 et d'engager 3 unités qui sont des services pilotes, enfin 3 services pilotes dans la démarche unité durable. Pour finir, en fait, ça nous a demandé effectivement beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour animer cette démarche parce que je rappelle que ce sont les actions, elles reposent sur l'engagement bénévole des professionnels, même s'il y a un poste effectivement qui a été créé pour accompagner cette dynamique dès 2021. Voilà, chez nous aujourd'hui, il y a à peu près une soixantaine de professionnels qui sont engagés dans la démarche, mais bénévolement. Voilà. Merci beaucoup, Ariel. Thibaut, peux-tu nous présenter la démarche au sein de l'hôpital du Bouscat et comment est né l'engagement au sein de l'établissement? Avec grand plaisir. Du coup, alors je vais pas reprendre le même cheminement que la collègue du CH de Dax parce que dans les grandes lignes, ça retrace un petit peu ce qui s'est passé sur l'hôpital suburbain du Bouscat. Mais peut-être simplement reprendre qu'on a démarré effectivement des actions, alors bien avant mon arrivée au Bouscat, mais on a une population et des salariés qui sont assez partie prenante de l'environnement, de bien utiliser un petit peu les produits, de faire attention un peu à la maison comme à l'hôpital. Ça se ressent sur Bordeaux beaucoup. Donc des exercices de développement durable qui se sont rapidement transformés, en fait, nous, à la direction, suite au Shift Project, quand on a vu un petit peu le secteur de la santé, à quel point il polluait sur déjà le domaine d'activité en France, donc on est tous concernés. Ça s'est vite transformé en démarche RSE, qui est en train d'évoluer vers une transition écologique. Alors voilà, il y a beaucoup d'appellations, mais le fond du projet, c'est une prise de conscience qu'on est acteurs tous autant que nous sommes dans les établissements de santé. Et du coup, la direction, on a surtout le devoir d'accompagner nos salariés à avoir les outils nécessaires, à faire le tri nécessaire, à avoir la bonne connaissance des parcours pour être acteur demain et que le secteur de la santé, de manière générale, soit un petit peu moins polluant à l'avenir. Donc ça se traverse à travers plusieurs ateliers. Je pense qu'on développera un petit peu plus tard dans le webinaire. Mais à ce jour, voilà, on a la direction qui est fortement impliquée et qui implique les équipes parce qu'on ne fera rien sans l'ensemble de nos équipes soignantes, administratives, médico-techniques. On est 300 salariés, donc les 300 sont concernés. Ça passe par de la mobilité, beaucoup de choses comme ça. Et voilà, un comité de pilotage porté par la direction avec bien sûr des référents plus opérationnels pour déployer un petit peu dans les services. Mais c'est pas seulement ascendant, c'est pas seulement descendant, pardon. On a beaucoup de bonnes idées qui viennent du terrain, justement, sur de l'adaptation de nos pratiques pour que ce soit fluide avec l'ensemble des salariés. Donc voilà, dans le décor, on s'engage aussi sur les hôpitaux durables, sur l'agenda 2030. Alors, on est plus en retard que nos collègues de Dax, mais en tout cas, ce sont des choses sur lesquelles on avance progressivement. Et voilà pour la petite présentation de l'hôpital suburbain du Bouscat.
Merci. Merci beaucoup. Kim, si tu veux bien présenter toi un peu ta démarche et de savoir un peu comment est né cet engagement. Oui, bonjour. Du coup, au centre hospitalier de Bord, je pense qu'il y avait déjà des actions qui étaient mises un peu en place avant, mais on va dire que ça s'est concrétisé et structuré depuis l'année dernière avec l'établissement du coup du projet d'établissement, qui est du coup décliné en plusieurs plans d'action et qui a un volet éco-responsabilité. Et aussi par mon poste, du coup, je suis chargée de projet en développement durable, mais j'ai commencé en septembre du coup 2024. Donc c'est assez récent. On est un peu, on va dire, nouveau dans cette démarche, mais on a mis quand même des actions en place. Donc notamment la mise en place du tri sélectif, même si je sais que c'est un peu pas, enfin, c'est pas nouveau dans les autres établissements, mais pour nous, voilà, on a mis ça en place récemment. On a pas mal travaillé aussi sur le gaspillage alimentaire. On a fait deux pesées, donc l'année dernière et cette année, de nos déchets alimentaires et on a bien réduit notre gaspillage. Donc voilà, c'est des actions, on va dire les premières actions qu'on a menées ici quand je suis arrivée. Et après, il y a eu plein d'autres actions sur plein de thématiques différentes, la mobilité durable, les éco-soins, ça commence un petit peu, la consommation énergétique, etc. Donc, il y a plein de gros projets aussi, notamment la mise en place d'ombrières avec panneaux photovoltaïques, le raccordement à un réseau de chaleur biomasse. Donc, voilà, il y a aussi plein de projets en parallèle. Mais surtout aussi, ce qui est important, c'est comme vous l'avez dit, c'est l'implication des professionnels. Donc, on a créé un groupe de travail développement durable. Donc, on se réunit une fois par mois avec des professionnels pour justement discuter de l'application sur le terrain. Et puis moi, j'essaye aussi d'aller beaucoup sur le terrain au niveau des transmissions pour sensibiliser, pour parler des projets à mettre en place. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a énormément de bonnes idées sur le terrain, justement. Donc, j'essaye justement de les aider à les développer, à les valoriser. Euh, donc, voilà. Très bien. Merci beaucoup, Kim. Elisabeth, si tu veux présenter votre démarche au sein de la Fondation, je t'en prie. Bonjour à tous. Alors, donc Elisabeth Stelly-Touré, je suis chargée de mission sur le thème du développement durable pour la Fondation John Bost depuis 2020. La Fondation, c'est 42 établissements et services en France entière et pas uniquement en Nouvelle-Aquitaine, même si on est bien implanté en Nouvelle-Aquitaine, d'autant plus que le site historique d'où vient la Fondation est en Dordogne. Et aujourd'hui, le siège administratif, on va dire, qui abrite les services de la direction générale, est basé à Bordeaux. Et moi, je travaille justement auprès de la direction générale avec vocation à accompagner depuis le central, mais l'ensemble des établissements sur le terrain qui sont, comme je le disais, un peu dispersés en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi en France entière avec des établissements en Occitanie, Île-de-France et Normandie. Du coup, ben, on devine facilement que sur un territoire aussi vaste, il s'agit pour moi évidemment d'accompagner et de soutenir avec l'appui des services transversaux l'ensemble des établissements, mais évidemment, les actions, elles sont portées localement, pilotées par les équipes de direction, et le travail pour moi, c'est aussi de soutenir et d'encourager les initiatives locales. Il ne s'agit pas de tout piloter en centrale. Le développement durable à la Fondation John Bost, c'est quelque chose qui a été identifié comme l'un des points, l'un des axes de travail du plan stratégique de la Fondation dès 2014. Moi, quand je suis arrivée en 2020, on a eu plus de moyens du coup pour consolider, structurer la stratégie. Le prisme qui a été le mien pour travailler avec l'ensemble des acteurs, c'est celui des ODD, des objectifs de développement durable. C'est vraiment celui qu'on a choisi pour penser, pour structurer notre stratégie, pour voir qu'est-ce qu'on mettait derrière ce grand terme de développement durable. Au-delà, évidemment, des enjeux réglementaires qu'on connaît et puis des thématiques qui arrivent dans tous nos établissements, dont les collègues viennent de parler sur la gestion des déchets, l'énergie, etc., etc. Donc, ce cadre méthodologique plus qu'idéologique des ODD, des objectifs de développement durable, il a été repris par le conseil d'administration de la Fondation quand elle a réécrit le plan stratégique
actuel qui va de 2023 à 2027 de la Fondation John Bost et qui pose le développement durable comme un des axes de travail et qui dit que notre plan stratégique s'inscrit dans la feuille de route de la France pour les objectifs de développement durable. Sur cette base-là, avec le comité de direction, on a écrit notre propre agenda en choisissant 6 axes de travail qui structurent notre stratégie à horizon 2027 pour le développement durable. Et puis le travail, après, il a été avec des professionnels volontaires issus des différents établissements qui sont venus sur chacune de ces 6 thématiques consolider, apporter leurs idées, construire ensemble les objectifs qui sont les nôtres aujourd'hui à horizon 2027. Et le travail aujourd'hui, il se décline en mode projet avec des grands projets transversaux sur la transition énergétique, sur la prévention des déchets, sur l'alimentation durable, sur la qualité de vie et des conditions de travail, etc. À partir de l'énergie et de l'engagement d'établissements volontaires, on structure une stratégie qu'on va ensuite décliner auprès des autres établissements. Voilà, en résumé. Merci beaucoup, Elisabeth, pour ta présentation. Merci. Donc, du coup, on va essayer d'entrer un petit peu plus dans le détail et essayer de revenir sur le rôle de ces différentes strates. Vous l'avez tous évoqué, en fait, à votre manière. Mais donc, le rôle de ces différents acteurs dans l'organisation. Thibaut, je reviens vers vous. Quel a été le rôle de la direction en particulier chez vous, au Bousca, dans la mobilisation autour de ces questions de transformation écologique? Alors du coup, le rôle, sans trop jeter de fleurs ou quoi que ce soit à la direction, mais il est essentiel. Il est essentiel parce que si la direction ne porte pas le projet, n'appuie pas le projet ou ne débloque pas les moyens nécessaires à avancer dans un projet ou à accompagner des équipes à un changement, au final, il ne se passera pas grand-chose. La réalité, c'est que dans les secteurs de la santé en général, les soignants, les équipes soignantes, enfin peu importe, l'ensemble des salariés sont déjà bien occupés toute la journée, tête dans le guidon, dans les soins principalement. Donc pour les aider à sortir de ça et travailler sur des choses en parallèle de leur mission de soins principale, on a besoin, grosso modo, voilà, d'un appui et de moyens de la direction. Donc, je dirais essentiel dans l'accompagnement, le soutien, le déblocage de moyens auprès des équipes et surtout leur donner un peu des indices, des réflexions clés en main pour nous aider à avancer sur certains projets. Je peux prendre du coup un exemple de comment ça se déploie sur le terrain avec les équipes. Je vais prendre ce qu'on a fait, quelque chose, alors gestion du tri des déchets, puisqu'on a mis en place justement plusieurs filières sur l'établissement. Donc on a le papier, carton et le déchet ménager, comme partout et comme à la maison. Mais depuis maintenant plus d'1 an, on a une filière emballage où on récupère tout le plastique qui va être recyclé par un géant du déchet sur Bordeaux. Je crois qu'on est un des premiers en Nouvelle-Aquitaine à pouvoir faire ça avec eux. Ils s'ouvrent de plus en plus. Et du coup, comment ça s'est passé? On a impliqué l'ensemble on a déjà fait un audit un petit peu de nos pratiques. On a impliqué les équipes ASH qui étaient concernées par ce ramassage, par exemple, et ce tri des déchets au travers des services. On a pris un service test. Moi, j'ai convoqué l'ensemble du personnel des services concernés où on allait faire cette partie test. Je leur ai expliqué un petit peu la démarche, là où on allait aller, un petit peu notre problématique de déchets. On avait beaucoup trop de déchets et dans nos déchets, suite à l'audit, il y a peut-être plus de la moitié qui aurait pu être recyclé. Donc c'est dommage, pour la facture de l'établissement, parce qu'on peut la réduire, le déchet ménager, c'est beaucoup plus cher avec le DASRI. Et du coup, en deux, avoir une filière de tri sélectif qui pourrait avoir un impact pour l'hôpital et pour l'environnement à très court terme bien plus pertinent. Donc du coup, on explique ça aux équipes, chacun, ils comprennent. Et après, on travaille ensemble le processus, c'est-à-dire quel va être le contenant pour ramasser, avec quel chariot, et du coup, c'est eux qui choisissent pour justement avoir un outil de travail très adapté, ergonomique. Donc ça fait le lien avec aussi la QVCT là-dedans. Et en impliquant en fait les équipes au cœur du projet, vous avez de grandes chances que votre projet aboutisse, mais pas pour quelques semaines en dépensant beaucoup d'énergie, mais vraiment sur du long terme et qu'il y ait une passation du coup entre les différentes équipes et que ça se termine. Donc
voilà, on construit avec les équipes. Il faut le temps est très serré dans les établissements de santé. Donc, il faut, quand on convoque tout le monde, on a très peu de temps, avoir bien travaillé en amont, savoir leur parler avec des choses que tout le monde puisse comprendre et des indicateurs que l'on puisse suivre, que ça puisse parler à tout le monde, qu'ils voient des résultats sur l'investissement, l'énergie ou les propositions qu'ils ont faites. Et du coup, ça vous permet de voir votre projet aboutir. Voilà, je prends juste cet exemple-là sur la gestion des déchets, mais on en a plusieurs autres. Oui, Merci. On a juste une question dans le chat par rapport à ça. On nous demande quel est le prestataire qui permet de faire cette nouvelle filière de tri des déchets. Est-ce que vous pouvez en parler? J'ai le droit de le citer? Je fais pas de pub, hein, c'est pas. Non, de toute manière, Non, bon, il y a quelques gros que tout le monde connaît, Suez, Veolia, qui font les gros ramassages. Et du coup, nous sur Bordeaux, on travaille avec Veolia. Et du coup, qui a mis ça en place. On est le premier établissement de santé avec qui ils le font. Alors, notre taille fait aussi qu'on n'est pas un CHU, donc c'est pas tout à fait la même logistique, attention. Mais en tout cas, voilà, on a pu faire l'expérimentation avec eux, ça se passe très bien, ils sont très réactifs et du coup, on a nos bacs d'emballage et on a des services comme le bloc opératoire, comme les cuisines, la pharmacie, où en plus du carton qui reçoit beaucoup chaque jour, l'emballage, on en met énormément dans cette filière-là, ce qui réduit drastiquement notre filière déchets ménagers. Ok, ben merci beaucoup pour la réponse. On va passer au tour de Ariel. Ariel, comment tu as réussi à parvenir à mobiliser ta direction puis l'ensemble des équipes dans cette stratégie? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, l'impulsion initiale, elle a bien été donnée effectivement par le directeur en poste à l'époque en 2019, quand il y a eu la décision en fait de l'inscrire au projet d'établissement. Et c'est vrai que ça, c'est un élément déclencheur important. Et je dois aussi dire que la directrice des ressources matérielles chez nous avait déjà eu une expérience dans un précédent poste sur la thématique du développement durable, ce qui a fortement aidé. Et c'est elle qui a poussé à ce qu'il y ait un poste, donc celui que j'occupe aujourd'hui, qui soit créé pour piloter cette démarche et pour accompagner sur le terrain les agents. Parce qu'en fait, la politique de développement de l'hôpital, de développement durable de l'hôpital, elle a bien été définie par les agents sur le terrain. On a commencé en fait en mobilisant nos professionnels, en lançant une grande consultation sur les thématiques qu'ils souhaitaient voir traitées, en établissant avec eux un petit peu une définition de ce que eux pensaient de qu'était le développement durable. À partir de là, on a créé des groupes de travail thématiques sur la base du bénévolat. Donc, il y avait 4 groupes de travail qui se sont dégagés avec des thématiques qu'on a regroupées. Par exemple, il y en a un qui regroupe tout ce qui est énergie, infrastructure et biodiversité. Il y en a un autre sur les mobilités durables. Et ce groupe-là a travaillé avec moi, m'a accompagné sur l'élaboration du plan de mobilité de l'établissement. Par exemple, ça c'est un des gros projets qui avait été travaillé. Il y en a un qui est spécifique au bloc opératoire, parce que c'est vrai que le bloc opératoire, c'est le service qui consomme et qui pollue le plus à l'hôpital, donc, et qui regroupe en fait toutes les problématiques, toutes les thématiques du développement durable à lui seul. Donc pour le coup, c'est un vrai sujet d'étude en soi. Et le dernier qui regroupait tout ce qui était usage unique, déchets, consommables, traitement des eaux usées, traitement de l'air. Et ça, c'est des groupes de travail qui vont travailler en transversalité. Alors, il y aura autant de soignants que de fonctions support et parfois même des médecins. Et qui vont travailler ensemble sur une thématique. Un exemple, la refonte du protocole de tri des déchets. On a travaillé dessus à l'échelle de l'hôpital, on a 23 filières pendant 1 an et on a travaillé en groupe pluridisciplinaire. Ça, c'est un des exemples. Et on a mis en place derrière ça tout un déploiement pendant plus d'1 an sur l'ensemble des services de l'hôpital. On a mis en place une sensibilisation, une formation dans les services directement à ce nouveau protocole. C'était vraiment intéressant de travailler avec toutes les parties prenantes qui intervenaient en fin de compte sur le trajet, enfin le cycle de vie de la création du déchet jusqu'à son élimination. Ça, c'est un exemple. Donc ça, c'est pour les groupes de travail. Puis très rapidement, on s'est dit, bah oui, alors les groupes de travail, c'est bien. On va travailler sur des projets spécifiques pointés. Mais pour infuser le développement durable au sein de l'établissement et auprès de tous les agents, il va falloir qu'on fasse autrement.
Et donc, on est parti sur la création d'un réseau d'ambassadeurs du développement durable. On a créé une file de missions sur une mission de 2 ans avec des missions spécifiques qu'on a travaillées à l'échelle du GHT. Et la mission, une fois qu'elle a été acceptée par l'encadrant, parce qu'il faut, ça c'est la condition sine qua non, elle est intégrée au dossier RH de l'agent et il peut être valorisé, alors pas valorisé financièrement malheureusement, mais en tout cas, il peut mettre en avant des compétences auxquelles il aura fait appel dans l'animation de projet, dans l'accompagnement, des animations directement dans son service ou à côté, dans le cadre de son évaluation annuelle. Ça, c'est un exemple. Voilà. Merci de m'avoir précisé cette question sur le rôle. Tu as un peu anticipé ma question, mais c'était quelque chose qu'on voulait aborder avec toi, effectivement, sur le rôle des ambassadeurs en interne. Donc merci. Juste, peut-être, tu as commencé à l'évoquer, mais peut-être rebondir dessus. Est-ce qu'il y a une différence entre l'implication des professionnels de santé dans ton établissement? Est-ce qu'il y a différents niveaux d'implication et comment tu as réussi à lever un peu ces freins s'il y en avait? Alors oui, différents niveaux d'implication, il y en a forcément dans la mesure où le temps RH est compté, qu'on est souvent sous tension. Donc ça va. L'idée, c'est pas d'obliger, hein. On est sur la base du bénévolat, c'est en fonction des disponibilités, toujours. Et ce qu'on a fait aussi dans les services où on a pu avoir donc des candidats pour devenir ambassadeurs du développement durable, c'est de les faire travailler en binôme pour que la charge ne repose pas uniquement sur un des ambassadeurs. Après, la différence, oui, moi j'ai vu, on a quand même vu une différence entre soignants et médicaux. Entre soignants et fonctions support, il y a autant d'engagement des deux côtés, d'autant que les fonctions support sont indispensables. Et puis souvent, elles vont intervenir, elles ont un peu des rôles d'experts, d'accompagnants. Moi, alors quand je pense aux fonctions support, je mets dedans également, par exemple, l'hygiène ou même la pharmacie. Hein. Les médecins, c'est plus compliqué, c'est plus long, ils ont été plus frileux, même si on intervient très régulièrement pour les informer de l'avancée, hein, des actions qui sont mises en œuvre. Ils ont aussi été partie prenante dans l'élaboration de l'agenda 2030. On intervient en CME aussi régulièrement. C'est plus compliqué, c'est plus complexe, mais on peut quand même reconnaître que ces derniers mois, on va dire, ces dernières années, mais ces derniers mois surtout, avec les préconisations des sociétés savantes, c'est un véritable levier et ça aide à la prise de conscience. Et en interne, quand vous avez le président de CME, en l'occurrence nous, c'est une médecin en réanimation qui est une des unités durables de l'établissement, ça aide beaucoup. Parce qu'elle est très moteur sur ce sujet-là, donc elle leur en parle même quand on n'intervient pas spécifiquement sur le sujet. Elle a une vision vraiment transversale et donc elle met du développement durable, elle en parle dans ses réunions régulièrement et ça va rentrer dans les projets de pôle, notamment également prochainement. Merci Ariel pour cette précision. Effectivement, la parole entre pairs, c'est souvent un aspect bénéfique qu'on note sur ce genre de démarche de transformation écologique. Kim, est-ce que tu pourrais nous parler peut-être toi de plus la façon dont tu as réussi à accompagner et aussi comment tu es allé chercher les acteurs du territoire sur cette démarche aussi de transformation écologique? Oui. Du coup, en fait, on avait déjà des partenaires locaux, hein, avant que j'arrive. Mais en fait aussi, on est assez, par rapport au territoire, on a un peu une contrainte parce qu'on est assez reculé. Donc pour mener certains projets, c'est un peu compliqué. Par exemple, là, je vois c'est l'exemple qui vient en tête, mais pour valoriser les déchets alimentaires, pour l'instant, on n'a pas de voie de valorisation. Et c'est compliqué d'en trouver sur le territoire pour les professionnels. Donc, je pense à ça. Donc, en fait, pour certains projets, c'est même essentiel de s'ouvrir à l'extérieur. Et c'est pour ça que du coup, on essaye d'avoir pas mal de partenaires locaux. C'est aussi des acteurs clés et ils vont pouvoir aider aussi parfois à la sensibilisation à la sensibilisation et à collaborer aussi sur les projets. Donc pour tous les projets d'ailleurs, hein. Ça peut être le réemploi, ça peut être la mobilité durable, la gestion des déchets.
En fait, je pense que sans des acteurs locaux, c'est aussi difficile d'avancer dans les projets en lien avec le développement durable. Donc, c'est vraiment un plus. Et dans ce cadre-là, du coup, récemment, le 15 mai, j'ai organisé une après-midi développement durable où on a convié pas mal en fait, d'acteurs locaux pour tenir des stands. Donc, c'était dans l'enceinte de l'établissement, mais c'était ouvert à tous et c'était gratuit. Donc, j'ai fait pas mal de com au niveau de l'extérieur. Donc, c'était ouvert aux professionnels, aux résidents, aux patients et aussi aux personnes extérieures. Du coup, parmi les intervenants, il y avait par exemple du coup notre Comcom, notre Corrèze Communauté. Il y avait une ressourcerie avec qui on travaille beaucoup. Le Secours populaire. Il y avait le Jardin des Lériandes, donc, qui est une association qui réutilise le textile pour en faire des œuvres artistiques. Il y avait le CPE de Corrèze. Il y avait un atelier du coup Planesphère, donc on va peut-être en rediscuter durant ce webinaire. Qui a été tenue du coup par Émilie Perret. J'ai vu qu'elle était là aujourd'hui. Il y avait l'atelier Mado aussi, du coup, qui fait du réemploi de matériel médicalisé avec qui on travaille beaucoup. Il y avait le collège de Bord, qui ont aussi mené beaucoup de projets en lien avec le développement durable. Ils sont site vitrine, ils ont un compost qui marche très bien. Du coup, le centre hospitalier de Bord qui tenait également un stand. On avait aussi un atelier avec notre premier pouce-pouce partagé, on appelle comme ça. C'est un vélo, en fait, où vous pouvez mettre 2 personnes devant sur une petite banquette. Et donc, ils ont fait des tours sur la piste verte pendant cet après-midi. Il y a eu un goûter bio offert. Et il y a une ferme locale qui nous a aussi donné des yaourts bio à l'occasion. Donc, c'était intéressant. Enfin, c'était une après-midi, du coup, qui a permis d'échanger avec pas mal d'acteurs locaux, de montrer aussi nos partenariats et le fait d'être aussi ouvert à l'extérieur. Donc, c'était vraiment intéressant. On a eu des bons retours sur cet après-midi-là. Donc, et je pense que ce type d'initiative, c'est important pour sensibiliser aux enjeux du développement durable, que ce soit dans les établissements de santé et ailleurs, pour valoriser aussi les projets qui se font localement et du coup renforcer aussi l'ouverture de l'établissement sur l'extérieur. Donc, nous, ça nous a vraiment intéressés et on pense d'ailleurs renouveler l'expérience l'année prochaine. J'ai aussi des outils de communication, donc des affiches, des flyers aussi qu'on avait fait. Donc, s'il y a des personnes à qui ça intéresse, je peux également communiquer ces outils-là. Mais voilà, ça demande un peu d'organisation, mais je veux dire, c'est faisable. Et je trouvais que c'était une initiative assez intéressante. Merci beaucoup. Maintenant, on voudrait rentrer un peu dans la boîte à outils et la question des évaluations. Alors, avant de redonner la parole à Elisabeth, Kim, en 2 mots, qu'est-ce que vous diriez? Quels sont les outils qui fonctionnent le mieux pour vous? Ou les formats de sensibilisation qui fonctionnent le mieux finalement? Oui. Du coup, en termes d'outils qui fonctionnent bien, il y a l'atelier Planesphère. Donc, on a été formé pour ça. Je ne sais pas si tout le monde connaît cet outil, mais vous pouvez être formé au FU de Poitiers à cet outil-là, qui est un outil de sensibilisation aux enjeux du développement durable dans les établissements de santé. C'est un peu, pour résumer, c'est un peu comme une sorte de fresque du climat, mais adaptée vraiment aux établissements de santé. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est une manière ludique et collaborative d'échanger sur ces sujets-là. Et puis la sensibilisation, c'est hyper important pour mener ces projets, pour comprendre pourquoi on fait ça. Et visuellement, c'est bien. Donc, nous, on l'a testé avec les membres du comité de direction pour déjà valider aussi l'outil et voir si on peut le développer au sein de l'établissement. Et ils ont trouvé ça effectivement intéressant. Le problème de cet outil, ça va être plus que c'est en fait un outil qui dure donc ça dure 2 heures. Donc, mobiliser des personnes sur 2 heures, c'est assez compliqué. Mais du coup, moi, j'ai essayé de l'adapter un petit peu. Par exemple, pour le groupe de travail développement durable, je fais, comme il est sur plusieurs modules, cet outil-là, je fais un module par groupe de travail. Donc, ce qui permet au final de réduire le temps consacré, mais de quand même échanger sur ces sujets-là. Et après, en termes
d'outils. Enfin, le mieux, je pense que c'est vraiment aussi la com et la sensibilisation, mais que ce soit visuel en termes d'affichage, etc., mais aussi d'aller directement sur le terrain et de parler avec les personnes, d'échanger sur les projets. Ça permet de mobiliser aussi et de fédérer les équipes. Elisabeth, vous, dans la mise en place de votre stratégie, quels freins est-ce que vous avez pu rencontrer peut-être auprès des équipes et comment est-ce que vous êtes parvenu à les lever ou non? Alors, je vais pas vraiment présenter la manière dont la stratégie s'est mise en place, mais du coup, moi, dans la position où je suis, donc en décalé par rapport aux établissements avec lesquels je travaille, le boulot au niveau de la stratégie, ça a été vraiment d'impliquer le comité de direction de façon générale pour que lui-même co-construise cette stratégie et que derrière, on puisse espérer avoir tous les acteurs et toutes les parties prenantes qui soient mobilisés dans la mise en œuvre. Mais finalement, avant d'en être au frein, il s'agit vraiment de réussir à faire en sorte que les uns et les autres se sentent concernés par la problématique et se sentent en charge d'agir et de travailler pour le sujet. Et c'est pas si simple. Alors, je pense que l'un des principaux freins qu'on a aujourd'hui, c'est quand même le fait que, grosso modo, la plupart des personnes aujourd'hui ne sont pas formées et ne sont pas compétentes sur les enjeux dans leur métier qui sont ceux de la transition écologique, pardon. Ce qui fait que finalement, on a un discours assez facilement de se dire faut remettre du bon sens, faut faire les éco-gestes, etc., etc. Alors certes, il faut du bon sens et il faut des éco-gestes, mais à l'échelle d'une institution, il s'agit surtout d'engager une transformation qui est plus profonde et qui ne s'arrête pas au bon sens et aux éco-gestes. Et pour ça, on ne peut pas attendre des personnes qui sont en capacité de faire ça tant qu'ils n'ont pas été formés, informés sur tout ça. Et du coup, comme on disait, toutes les actions de sensibilisation possibles sont bonnes à prendre. Aujourd'hui, on a une palette d'outils à notre disposition, différentes fresques, différents outils pédagogiques divers, etc., nous permettent de travailler avec les personnes. Après, sur la mise en œuvre plus généralement, peut-être ce que je voulais mettre en avant là, c'était l'importance de donner sa place à l'enjeu écologique, environnemental, durable, celui que vous voulez, dans tous les outils de la démarche projet, qui sont les actions qu'on met en œuvre, que ce soit des projets immobiliers, que ce soit des projets de transformation, quels qu'ils soient, des projets de soins, des projets, etc. Je pense que le fait de mettre des critères et des éléments de développement durable un peu partout, c'est un levier qui peut nous permettre finalement de distiller cet enjeu-là dans le travail de chacune et de chacun. Je finirai en disant au niveau de l'accompagnement RH, ça peut être aussi intéressant de mettre ce sujet-là, de le faire apparaître en entretien annuel, dans ce qu'on va aller discuter, évaluer chez les professionnels, en demandant à chacune et à chacun de faire sa part de ce travail-là. Et puis pour finir, j'ai complètement perdu le fil de mon propos, donc j'avais une idée très intéressante, mais qui m'échappe. Je vais vous la passer, puis ça revient, je vous le dirai. Merci Elisabeth. Ariel, petite question, comment t'as réussi à évaluer l'implication de tes équipes ou est-ce que tu as des outils d'évaluation au sein de ton établissement pour aller évaluer cette mise en stratégie? Alors ça, c'est une bonne question parce que c'est pas si simple. C'est pas si simple. Alors, déjà, on peut l'évaluer au nombre de personnes qui s'engagent dans la démarche. Donc, comment on est allé, enfin, le nombre de personnes qui répondent présents et qui s'engagent d'une façon bénévole pour être ambassadeurs du développement durable, qui se proposent pour participer à nous aider, nous accompagner dans l'animation de la démarche tout au long de l'année. Ça va être sur des animations sur différents sites, comme les semaines européennes, alors du développement durable, de la réduction des déchets, de la mobilité, etc. Je dirais que le plus probant, ça va plutôt être quand même les idées qui vont remonter du terrain. Les personnes qui vont finalement avoir des idées et qui vont proposer des actions, qui vont proposer des projets. Concrètement, hein, là, par rapport à l'engagement des agents, c'est vraiment… parce que c'est très difficile de dire, voilà, et c'est vrai,
on nous demande de faire du reporting RSE. Donc, on va produire le nombre de réunions qu'on a fait dans l'année avec les ambassadeurs, le nombre de réunions de fois où le groupe de travail s'est réuni, le nombre de copiles. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est très difficile, vu la pluralité des métiers qu'il y a dans un hôpital, hein, ou dans un établissement sanitaire ou médico-social, de réunir tout le monde sur un même temps. Donc déjà, nous, par exemple, nos ambassadeurs de développement durable, on leur demande 3 fois par an seulement de répondre à une réunion. On essaie de les regrouper et on n'y arrive pas forcément. Déjà parce qu'il y en a sur différents sites. On a 8 sites différents. Et ensuite parce que, en fonction de leur métier, ils n'ont pas forcément les disponibilités. Donc après, il faut être dans l'accompagnement, être très proche. Et je dirais que la mesure, elle va se faire aussi parce que je suis régulièrement sollicitée sur des projets, parce qu'on a pensé à la dimension développement durable. Je rebondis sur ce que disait Elisabeth aussi, c'est comment finalement on arrive à mettre du développement durable dans toutes les actions qui sont entreprises, dans toutes les missions de l'hôpital, donc du professionnel de santé. Et quand il va venir vous solliciter, par exemple, voilà, ils ont commencé à travailler sur un projet qui n'est pas forcément en lien avec le développement durable. Et donc, nous, à l'hôpital, on fonctionne par un système de fiches projets qui sont portées, alors, soit par des services, soit par des professionnels de santé. Et on a une commission qui va statuer, parce qu'il y a aussi pas mal de projets qui demandent quand même des investissements. Ça va des investissements en ETP, comme des investissements plus lourds sur des équipements. Et bien là, maintenant, on m'adresse les fiches projets pour me dire, voilà, est-ce qu'il y a une dimension développement durable? Dis-nous comment tu peux nous accompagner, comment tu peux nous aider à avoir une vision 3D, 3 dimensions sur les 3 piliers, écologique, social et économique. Comment tu peux nous aider à voir en termes d'analyse de cycle de vie pour aller débusquer les coûts cachés ou les gains. Voilà, ça, c'est une façon aussi de se dire, voilà, combien de projets sont passés par le prisme du développement durable pour être présentés. Merci Ariel pour ces petits éléments d'évaluation que vous pouvez mettre en place pour la stratégie. On va peut-être commencer à faire une conclusion vu l'heure qui défile. Peut-être en un mot, pour conclure, comment Thibaut, vous pouvez lancer si un établissement devait se lancer, qu'est-ce que vous leur diriez en premier lieu pour lancer cette démarche de transformation écologique dans leur établissement? Il y a beaucoup de choses qui pourraient sortir. On va essayer d'être très pragmatique. La première chose à savoir pour lancer la démarche ou autre, c'est déjà faire un état des lieux. Savoir comment il se situe sur son territoire, quel acteur il est, comment il est avancé par rapport à justement tous les outils, ateliers qui existent, diagnostics, pour savoir voilà, dans son bon acteur ou pas, comment il se situe sur le territoire en tant qu'acteur. Et après, justement, en fonction de ça, se construire un petit plan d'action avec les salariés pour justement quels sont les axes que l'on doit améliorer parce qu'on n'est pas très bon, parce qu'on pollue beaucoup, parce que l'entité de l'établissement aussi, c'est ça. Donc, on va avec nos valeurs et on va mettre le paquet sur telle ou telle thématique. Et en emmenant les équipes soignantes, en créant un petit groupe de travail ou des référents selon la taille des établissements. On a tous des stratégies un peu différentes, mais qui au final se ressemblent. Et en impliquant ces acteurs, en suivant son plan d'action avec des actions réalisables, il devrait pouvoir lancer sa démarche et avoir des adhérents. Merci pour cette réponse. Kim, pour toi, quel conseil tu donnerais pour un établissement qui se lance? Oui, du coup, effectivement, c'est structurer un peu un plan d'action, avoir des objectifs, etc. Mais outre ça, s'il y avait une action à conseiller, en fait, ça ne sera pas forcément le type d'action qui va compter, mais ça va être plus une action qui vient aussi des professionnels, qui permet d'impliquer et de mobiliser les équipes. Donc, il y a la gestion des déchets, mais par exemple, nous, on a mis une chose en place assez simplement. Cette initiative des professionnels, c'est un lieu de libre-échange qu'on a mis dans le hall, donc où les personnes peuvent amener des objets et des vêtements, et
donc toute personne peut amener des objets, des vêtements, et toute personne peut aussi les récupérer voilà, gratuitement. Ça crée une dynamique en fait au sein de l'établissement. Ça permet aussi de discuter justement du réemploi, et que ce soit aux personnes extérieures et des professionnels. Et en plus, valoriser une idée qui était déjà là. Donc, ça paraît tout petit comme action, mais en fait, ça permet de aussi mobiliser les équipes autour de cette petite action, et après de mettre plus facilement en place le reste du plan et des projets. Merci pour cette présentation d'action, Kim. On a avec nous Noël aussi, qui est à distance, mais qui est là. Noël, est-ce que tu veux peut-être dire un mot pour conclure ou En conclusion, en oui. conclusion? Oui, merci beaucoup. Je suis désolée, j'ai une problème technique, j'ai du mal à voir et pour me voir, mais j'ai entendu l'essentiel de tout ce que vous avez échangé. D'abord, merci pour ces partages d'expérience. Voilà, je résumerai avec quelques points. D'abord, le premier point, c'est que j'ai entendu dans ce que vous avez dit les uns les autres que vous aviez une porte d'entrée. J'ai entendu parler d'alimentation, de tri, bien sûr, des déchets, de mobilité. Donc, un point essentiel, c'est que souvent, nos structures, elles ont déjà mené des actions. Donc, il faut s'appuyer finalement sur une dynamique déjà existante. Autrement dit, on ne part pas de zéro. Voilà, ça c'est un point important quand même à mettre à son actif. Ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que vous avez parlé les uns les autres d'outils. D'outils pour se mettre en route. Le premier outil que j'ai entendu, c'est autour de la stratégie. Qui vient de sortir là il y a quelques minutes. Dans cette stratégie, il y a l'état des lieux. C'est la dernière intervention. Donc, dans la stratégie, c'est un état des lieux. Et puis ensuite, c'est planifier. Vous avez parlé de plan d'action, vous avez parlé de votre agenda. Donc, bien évidemment, il faut construire cette démarche. Donc, dans les outils, pour moi, c'est le premier outil. Le deuxième outil, c'est la communication. Donc, communication qui va être adaptée à chaque structure. Et là aussi, j'ai entendu dans ce que vous disiez, c'est que vous allez, on va dire, les meneurs de cette transformation, ils vont s'adapter. J'ai entendu notamment Ariel qui va aller chercher les équipes au moment où elles sont disponibles. Donc, qui nécessite une adaptation aux organisations, au terrain. Donc, voilà, une communication qui n'est pas forcément simple, mais qui est bien sûr tout à fait essentielle. Et puis, autre outil qui est sorti bien sûr de vos chapeaux, c'est la formation, sensibilisation, formation, fresque du climat, planisphère, etc. Je crois aujourd'hui qu'on est un petit peu à un tournant. La sensibilisation reste toujours absolument indispensable, et on sait bien que dans nos structures, il y a encore beaucoup de personnes. J'ai encore eu, moi j'étais hier dans un établissement, et on voit bien qu'il y a encore des professionnels dans nos structures qui ne sont même pas sensibilisés. Il y a des personnes qui ne connaissaient même pas la fresque du climat. Bon, voilà, donc il y a encore du boulot côté sensibilisation, et il y a bien sûr encore beaucoup de boulot du côté de la formation. Et à un moment ou à un autre, il faudra que nos futurs acteurs et nos acteurs de terrain sur le terrain soient formés. Voilà, donc ça c'est pour moi le troisième outil absolument essentiel. Et après, ce que j'ai entendu, c'est une double nécessité. Pour que ça marche, la clé, vous avez parlé d'engagement des professionnels de terrain, vous allez les rencontrer, voilà, donc il y a toute cette démarche pour aller chercher les acteurs de terrain. Et peut-être, enfin, pour moi, ce qui est absolument essentiel, vous l'avez dit, mais ça me semble vraiment important d'insister là-dessus, c'est ça ne marche que si le terrain est engagé, avec tout ce qu'on a raconté avant, et bien sûr, si la direction est là pour soutenir, ça rejoint la question de l'agenda, du projet de l'établissement.
Donc ça, pour moi, c'est une évidence. Moi, je travaille au CHU de Bordeaux. On a pu faire décoller les choses qu'à partir du moment où on a eu ce double mouvement, l'engagement, bien sûr, du CHU, en l'occurrence, qui est absolument indispensable, mais aussi l'engagement des salariés de terrain. Et c'est ça qui n'est pas évident, c'est ça qui n'est pas facile, c'est comment on fait se rejoindre l'engagement de la direction et l'engagement des professionnels de terrain. Et là, bon, vous allez aller à la rencontre, c'est ce que j'ai entendu. Bon, nous, on a mis en place au CHU de Bordeaux le dispositif des unités durables qui permet d'aller chercher les équipes. Mais là, vraiment, il y a cette double nécessité de l'engagement de la direction et puis d'aller chercher la dynamique de terrain et de bien mettre ce monde en connexion, ce qui n'est pas forcément facile. La communication dans nos organisations, elle n'est pas toujours très claire. Et puis, je terminerai avec quelque chose qui est plus impalpable, j'ai entendu le mot valoriser. Et qui, moi, me semble absolument essentiel, c'est quand vous avez des actions qui sont faites sur le terrain, criez-le haut et fort. Valorisez les professionnels qui se sont engagés, valorisez aussi les bénéfices, l'impact. Vous avez terminé avec l'évaluation. Quand vous avez une action et qu'elle est bénéfique, il faut le crier sous les toits, à la fois au sein de votre organisation. Hier, on évoquait comment continuer à engager une équipe. C'est faire un retour positif à l'équipe et là, on va avancer. Et puis redonner la main au terrain. Et là, pour moi, c'est absolument essentiel. Redonner la main au terrain, redonner confiance, faire confiance aux salariés qui ont des idées. Et puis, pour terminer, la démarche pas à pas. Voilà, tester dans une équipe avant de diffuser plus largement. Et ça, c'est un point absolument important. Voilà, donc, en quelques idées, ce que j'ai entendu de vos expériences qui peut ainsi, à mon sens, se résumer. Merci beaucoup, Noël, pour cette belle conclusion. Alors, peut-être avant de terminer, on va vous demander si vous souhaitez peut-être interpeller les intervenants. On peut prendre 2-3 questions. Voilà, on finira un petit peu plus tard que prévu, mais c'est important, je pense. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Alors, dans le chat, déjà, il y a une question par rapport au plan SFR. C'était, je pense, par rapport à Kim, c'est toi qui l'as présenté. Est-ce que vous avez mis cet atelier dans le formation continue et comment avez-vous fait? Du coup, moi, je me suis formée du coup par rapport au CHU de Poitiers. Et après, on propose des ateliers aux professionnels. Pas sous type de formation, mais vraiment plus sur type de volontariat, on va dire. D'accord. Je sais pas si c'était vraiment ça la question, mais... En fait, je pense que la question, c'est savoir si tu avais inscrit cette formation PlanLSR dans le plan de formation continue de l'établissement pour les professionnels. Mais c'est pas forcément le cas que tu as dit. Après, ce qui a été évoqué déjà par Ariel et Elisabeth, c'était que lors des entretiens individuels annuels, c'était important de valoriser aussi l'implication des établissements, enfin des salariés dans ces démarches. Donc effectivement, ça peut être des leviers aussi des leviers pour prendre en compte ces dimensions-là dans la formation. Oui, tout à fait. Si je peux me permettre de rebondir, pour le coup, nous, à l'hôpital, on l'a intégré au plan de formation, le plan LSFR, de formation continue. Okay. Ça n'a pas franchement pris pour le moment. Donc, ce qu'on fait depuis l'année dernière, c'est qu'on organise sur différentes occasions des temps sur inscription libre. Par exemple, là, le 20 juin, c'est notre fête, parce qu'on organise une fête annuelle du développement durable, des ambassadeurs du développement durable. Donc, on organise un PHF et donc, on a une dizaine d'inscriptions, mais on l'a ouvert aussi à l'échelle du GHT. On l'a proposé l'année dernière 2 fois pendant les semaines européennes de développement durable. On essaie de profiter pour lui donner une visibilité, un caractère un peu d'exception. Mais pour le faire connaître, en fait, on procède de cette façon-là. Mais sur cette année, c'est clair, ça n'a pas pris au niveau du plan de formation. J'ai eu aucune demande alors qu'il avait été inscrit. Bon, j'espère que l'année prochaine, on aura plus de chance. Après, je pense qu'il faut aller les chercher et leur proposer.
Là, par exemple, nos 3 unités durables, on va leur proposer pour les agents qui ne sont pas référents unités durables mais qui font partie du service, d'aller animer dans le service un panel sphère qu'on va adapter comme tu l'as fait, Kim, autant. Voilà. Oui, je suis d'accord. En fait, c'est bien de le faire découvrir aussi, parce qu'ils ne savent pas forcément à quoi ça correspond. C'est pour ça aussi qu'on a mis un stand au niveau de l'après-midi développement durable. Là, ce matin, tout simplement, comme aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'environnement, j'étais avec mon petit stand dans le hall à essayer de présenter du coup l'atelier. Donc, il y a quelques personnes qui sont venues, mais du coup, ça permet aussi d'en discuter, de montrer les cartes et de voir après pour planifier des ateliers. Et même aussi, nous, on a pensé faire, donc on va le faire prochainement, un atelier avec les résidents, par exemple. Donc, l'adapter avec les résidents de l'EHPAD du centre hospitalier. Et après, on a pensé du coup afficher la fresque faite avec les résidents pour montrer aussi et parler de l'atelier. Merci pour ces réponses. On avait une autre question dans le chat et notamment le CH d'Orthez. J'ai réactivé votre micro, donc si vous voulez poser la question, parce que c'était au niveau de la certification. Alors, je ne vois pas. Et les éco-soins. Et les éco-soins. Du coup, on avait 2 questions. On a mis 2 questions dans le chat. On parle de développement durable, mais qu'en est-il de l'impact des établissements de santé, l'impact environnemental? Il faut bien faire une analyse environnementale. Le développement durable, ça reste, enfin, c'est de la prévention, c'est de la valorisation. Mais en amont, il faut bien savoir là où on a des impacts. Qui veut répondre du coup? Elisabeth, peut-être, est-ce que c'est Ou Ariel. Ou Ariel, est-ce que c'est une question qui vous parle? On peut Alors, mettre le beaucoup de CH choses d'Orthez. derrière le terme Je te laisse, vas-y. développement durable. On peut mettre beaucoup de choses. Je pense que ce que vous voulez dire, c'est que avant de penser à la suite, il faut commencer par évaluer, par faire un état des lieux, par savoir de quoi on parle. Et c'est ce que disait très justement Noël dans sa conclusion, et vous avez parfaitement raison. Il s'agit de commencer par savoir de quoi on parle, quel est le problème ou quels sont les sujets sur lesquels on a un impact, on a des moyens d'agir, on a des raisons pour agir, avant d'envisager de mettre en place un plan d'action. Si c'est ça que vous vouliez dire, je pense que vous avez parfaitement raison. Après, on ne va pas faire maintenant le débat sur ce qu'on met derrière les termes de développement durable, mais c'est très intéressant. On pourra continuer la conversation à un autre moment. Moi, je pourrais rajouter qu'actuellement, je sais que le CH d'Orthez, notamment, est engagé dans l'évaluation d'un bilan carbone. Et donc, on travaille sur des données, on va faire de la collecte de données. Si c'est vous qui saisissez sur la plateforme, notamment de bilan carbone qui est mise à notre disposition dans le cadre de la démarche, du portage ARS, vous allez très rapidement vous rendre compte de là où il y a des soucis, là où ça pêche. Et à l'issue, dans le cadre de ce bilan carbone, il y a un travail de plan d'action qu'on nous demande de faire. Donc, ça peut être l'occasion aussi, comme c'est une photo à un instant T, finalement, des activités et de l'impact environnemental des activités de l'établissement. Ça vous permet de voir où vous en êtes aujourd'hui pour pouvoir construire après votre plan d'action et voir sur quoi vous allez pouvoir agir en parallèle d'une consultation. Comme le suggérait Elisabeth, comme le disait Elisabeth, il faut savoir de quoi on part et quels sont les besoins. Donc, en parallèle, peut-être d'une consultation des agents, des professionnels pour avoir leur ressenti, leur vision en fait de ce qui se passe aujourd'hui et leur compréhension de la problématique et des enjeux. Est-ce que je peux rebondir là? Vous m'entendez toujours? Tout à fait, Noël, tu peux rebondir, on t'entend là. Oui. Pour répondre là pour le CH d'Orthez, en même temps, on a quand même des données du Shift Project et on sait à peu près quand même globalement où on impacte. Donc, il y a quand même des données globales. Et sans, bien sûr, c'est très bien de faire son bilan carbone, mais on a quand même globalement des idées et on sait que ce qui impacte beaucoup en santé, notamment dans les établissements de santé, c'est pas pareil en ville, mais dans les établissements, dans les centres hospitaliers comme le vôtre, on sait que les médicaments et les dispositifs médicaux sont le premier poste de production de gaz à effet de serre. Donc, c'est bien de faire sa propre évaluation, mais il y a quand même déjà des données existantes du Shift Project. Et j'ai envie de vous dire, et moi c'est un peu mon dada, et je pense quand même que il faut qu'on avance là-dessus. Si vous travaillez sur les éco-soins, vous êtes sur la bonne voie.
D'accord. Et je pense qu'on fera prochainement un webinaire à la mission d'appui sur cette thématique. Voilà, hein, c'est mon dada, mais j'ai envie de dire, si vous aidez vos équipes à éviter les médicaments non utilisés qui vont être détruits, si vous faites attention à utiliser le geste nécessaire de volume de perfusion, par exemple, si les équipes ont compris qu'il valait mieux utiliser la voie orale que la voie veineuse, vous êtes sur la bonne voie. D'accord. Oui, et je pense que, ça, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, le manuel de certification de la HAS, le 2025, tend à nous faire progresser sur ces sujets et surtout sur l'éco-soin. Donc, on va être obligé d'y aller de toute façon. Mais c'est comprendre, parce que je pense que pour la pédagogie des professionnels, il faut savoir d'où on part. Parce que si on les envoie en disant il faut travailler sur ça, il n'y a aucun intérêt. Je n'ai pas compris la dernière phrase, il n'y a aucun intérêt. Je dis que si c'est descendant et si on ne leur donne pas aux professionnels sur l'établissement, sur quel impact il a, quel impact environnemental il a, ça va être dans la pédagogie, je trouve qu'on perd quelque chose si on n'arrive pas à mettre, même s'il y a des données chiffrées, on sait que les hôpitaux consomment beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité, etc., mais que ça nous appartienne, qu'on ne se base pas sur des chiffres nationaux, mais que ça soit notre évaluation à nous en interne avec nos professionnels. Moi, j'irai un tout petit peu plus loin. Moi, je n'ai pas tout à fait ce point de vue. Votre établissement, il doit faire à peu près comme les autres en termes d'impact de médicaments. Si vous pouvez mesurer, c'est très bien. Après, et là, je vous rejoins complètement, il va falloir redonner la main à vos équipes et aux professionnels. Bon, là, c'est ce que fait parfaitement bien le dispositif des unités durables, c'est comment on travaille avec les salariés de terrain à modifier leurs pratiques, on leur redonne la main. Mais attention à ne pas trop passer de temps à dire que le sage d'orthèse, il pollue surtout là et là, parce que ça, on le sait un petit peu. Par contre, c'est comment on fait au sein du CH d'Orthez pour redonner la main aux infirmières, aux médecins qu'ils aient bien pigé que quand on consomme moins d'eau dans une toilette, c'est quand même vachement bien. Quand on jette plus de médicaments de la pharmacie parce qu'on les a mal gérés, c'est quand même vachement bien, etc. Et comment ils peuvent le faire? Et comment ils peuvent s'organiser, peut-être en prenant des idées ailleurs, etc. Voilà. Donc, la main aux professionnels, je suis 400% d'accord. Mais globalement, on sait où on pollue. Voilà, on sait où on consomme. Donc, passez pas trop de temps. Faites votre bilan carbone. Hein, je dis pas ça. Mais après, c'est surtout quelle stratégie vous allez adopter pour redonner la main à vos équipes, à travailler ensemble, à se partager les idées, etc. Voilà, à s'inspirer les uns les autres. Moi, c'est mon point de vue, hein, mais je pense que c'est là où il faut mettre le paquet. Voilà. Kim, tu voulais intervenir pour finir? Il faut peut-être qu'on s'arrête un peu parce que là, exactement. D'autant qu'il y a quelques petites infos qu'on doit vous faire passer avant de vous laisser. C'est juste rapidement, en fait. Moi, c'est juste ce que je voulais ajouter, c'est que déjà par rapport au bilan carbone, donc ça c'est intéressant de le faire, mais pour du coup les établissements médico-sociaux, c'est plus l'alimentation en fait qui va impacter plus que les dispositifs médicaux et l'achat de dispositifs médicaux et médicaments, et que je suis d'accord du coup avec vous que c'est hyper important aussi quand c'est possible de mesurer avant de mettre en place ces actions pour pouvoir justement analyser l'évolution et après pour sensibiliser, valoriser l'action, c'est hyper important. Et je pensais justement au gaspillage alimentaire. Nous, on a pesé avant de mettre en place des actions et après, et ça montre du coup qu'on a réussi à réduire le gaspillage et ça pour sensibiliser après derrière pour les professionnels, ça montre que ce qu'ils ont fait, ça sert à quelque chose et ça a un impact. Et ça a permis aussi de mesurer notre impact premier. Et qu'il n'y a pas que le bilan carbone pour mesurer notre impact. Il y a aussi, par exemple, analyser nos eaux usées pour savoir le pourcentage de médicaments qu'on retrouve à l'intérieur, quel type de médicaments, peser les déchets alimentaires. Tout ça, ça peut être des analyses en complément du bilan carbone. Mais quand c'est possible, je suis d'accord que c'est important de le mesurer au départ pour justement avoir l'amélioration et la satisfaction aussi que l'action mise en place marche. Merci beaucoup, Kim. Alors justement, notre prochain webinaire qui a lieu le 19 juin portera sur la certification et le référentiel
AFNOR Environnement sur l'hébergement et qui parle en particulier de ces questions d'alimentation, du coup, puisqu'il porte aussi sur la restauration. Merci beaucoup pour ce temps d'échange. Je pense que c'était indispensable, même si on a un peu de retard. Pour finir, nous voulions vous parler de la possibilité, si au sein de vos établissements, vous portez certaines actions qui vous semblent emblématiques du sujet qu'on a évoqué aujourd'hui, nous mettons à votre disposition, donc via ce lien, vous aurez le PowerPoint avec toutes les références, ne vous inquiétez pas, une fiche action pour nous faire remonter vos actions. Et cette question de la mobilisation des équipes, c'est un sujet sur lequel on pourra revenir encore une fois sur des prochains webinaires. Si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous souhaitez que l'on creuse un petit peu plus encore dans les mois qui viennent. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous faire remonter tout ça. Et j'ai mon PowerPoint qui est bloqué. Je suis... donc, je le disais en début de webinaire, l'enregistrement de ce webinaire sera partagé, donc vous aurez toutes les informations. Il y aura aussi un PowerPoint en appui dans lequel nous avons glissé des informations, des outils et des ressources si vous voulez creuser le sujet. Et puis, vous retrouverez bien sûr tous les coordonnées de la mission d'appui. Donc, n'hésitez pas. Merci à toutes et tous pour ce webinaire et ces échanges qui étaient riches et vraiment intéressants, voire indispensables. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Merci.